Bienvenue à tout le monde pour cette première conférence de cette semaine d'Alternatiba, où on traitera du projet d'extension du CERN en se posant la question si le futur accélérateur du CERN n'entrerait pas en collision avec la démocratie. Donc moi, je serai votre humble modérateur aujourd'hui. J'ai été journaliste au Courrier et je m'appelle Grégoire Mottet. Pour que vous ayez une vision générale de comment se déroulera cette soirée, on aura d'abord une allocution du maire de Genève, Alfonso Gomez, au sujet d'Alternatiba, ainsi qu'une courte présentation sur qu'est-ce que c'est que ce festival d'Alternatiba. Suite à quoi, nous entrerons dans le vif du sujet avec deux présentations d'environ 10 minutes par des scientifiques pour nous parler du CERN, à savoir à ma gauche Jean-Bernard Bilter, ingénieur de l'EPFZ et membre de l'association Noé 21 qui est mobilisée sur cette question du CERN. Il y aura aussi une présentation de Brigitte Pépin-Donat, docteur en sciences physiques et directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique en France. Après ces deux introductions scientifiques, nous aurons une table ronde avec deux personnes en plus, deux politiciens et politiciennes, à savoir Delphine Klopfenstein-Broghini, conseillère nationale chez les Verts et Vertes au niveau national suisse, ainsi que Benjamin Joyeux, journaliste et conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes chez Europe Écologie Les Verts, si c'est juste, en France, maintenant. Chez les écologistes, d'accord. Qui pourront nous expliquer un peu plus sur les procédures démocratiques qui sont en cours pour ce projet. Après cela, un représentant du CERN, Arnaud Marcelier, ici présent, aura quelques minutes pour partager le point de vue du CERN depuis l'intérieur de ce projet sur ces questions. Et après ça, on aura un moment de questions-réponses d'une demi-heure, voire un peu plus, suivant si vous avez beaucoup de questions, ainsi que de commentaires. Donc je laisse tout de suite la parole à Alfonso Gomez pour une petite allocution. Merci, Madame la conseillère nationale, chère Delphine, Monsieur le conseiller national, cher Nicolas. Mesdames, Messieurs, c'est une grande joie pour moi, évidemment, d'être parmi vous, non seulement en tant que maire de la ville de Genève, mais également étant en charge de l'environnement et du développement durable. Je suis donc très heureux d'être à vos côtés ce soir pour cette 11e édition du Festival Alternatiba Léman. Vous le savez, c'est comme chaque année, hein, les nouvelles du climat, comme dirait la chanson, et de notre terre ne sont pas bonnes. Tous les matins, en ouvrant le journal, on voit que le changement climatique qui frappe de plein fouet et plus rapidement que prévu et que cela a des conséquences. Vous le savez certainement également, le mois de juin 2025 aura été le plus chaud jamais enregistré en Europe occidentale. Le précédent record, c'était juin 2024. Moi, je vous fais le pari que juin 2026 va encore battre ce record. On a des températures extrêmes dans le sud de l'Espagne, on est en Andalousie, on a frôlé les 50 degrés, on est à 48 degrés, également au nord de Lisbonne, et pourtant c'est près de l'océan. Et puis, avec les conséquences que vous avez toutes et tous vues, aujourd'hui c'est du concret, non seulement on voit la montagne dans nos contrées qui dégringolent, ça avait été prévu de longue date avec le dégel, mais on voit également plus d'1 million d'hectares cet été partis en fumée, soit la superficie de la Corse et de deux fois la Suisse romande. Alors, je sais, vous en êtes conscient, la ville de Genève en est pleinement consciente de l'urgence à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés, raison pour laquelle vous vous engagez et la ville également s'engage avec force dans cette transition écologique. Nous avons des objectifs ambitieux, trop, disent certains, qui visent non seulement la neutralité carbone d'ici 2050 via la réduction des émissions,
via la décarbonation des bâtiments, via également la mobilité douce ou encore la végétalisation de notre ville. Végétalisation, je viens de recevoir les dernières statistiques qui, eh bien, notre objectif, c'est d'atteindre 25% d'ici 2030, 25% de la superficie de notre ville. Nous étions en 2017 à peu près un peu plus, on frôlait le 21%. Nous sommes aujourd'hui à 23%, un petit peu plus que 23%. Donc, nous voyons que cela est possible. Cela est possible, mais au prix, je ne vous le cacherai pas, d'efforts considérables, d'efforts financiers, bien entendu, mais surtout d'efforts politiques. Nous travaillons constamment dans un climat qui n'est pas serein, qui est extrêmement difficile pour adapter notre ville au XXIe siècle. Nos villes ont été construites au XIXe quasiment, pour une autre mobilité, la mobilité de la voiture, une surdensification. La ville de Genève est la ville la plus dense de Suisse. C'est assez remarquable avec toutes les incidences que cela peut avoir sur les îlots de chaleur, le combat contre ces îlots de chaleur. Et pour cela, il faut désimperméabiliser des surfaces minérales en développant de plus en plus, évidemment, là partout où c'est possible, l'accès à l'eau. Mais il faut être clair, tout cela ne va pas suffire. L'action des collectivités publiques, elle est essentielle. Toute seule, de toute façon, elle ne suffira pas. Ce qu'il faut, et c'est là la grande difficulté, c'est un changement radical de système, changement de paradigme, diraient certains. Il ne s'agit plus de verdir les marges, de créer quelques micro-forêts, même si elles sont extrêmement nécessaires et hautement appréciées. Il ne s'agit plus d'ajuster, il ne s'agit pas de compenser ou de promettre. Il faut transformer notre façon de construire, de produire, de distribuer et de consommer. Et évidemment, cela nécessite non seulement une prise de conscience générale, mais nécessite des moyens importants. Or, ce que nous constatons aujourd'hui dans la plupart des États, et nous l'avons vu également ici à Genève, c'est que eh bien, les plus riches s'en sortent et ne trouvent d'autres moyens à travers des majorités, parfois de circonstances, que diminuer encore leur contribution au pouvoir public et à l'intérêt général. Elle est là aujourd'hui le combat, c'est-à-dire de renforcer l'action publique, bien entendu, mais de l'ensemble des acteurs, et de créer les superstructures, en quelque sorte, pour que tout le monde aille dans ce sens. Et puis il y a, et on continuera à le faire, un autre aspect extrêmement important, et on le voit également avec le retour des idées les plus réactionnaires, voire les plus fascisantes, la sensibilisation, elle demeure essentielle. Pas seulement pour démontrer que le changement climatique est une réalité, il faut être aveugle ou s'appeler à M. Trump pour ne pas le voir, mais pour démontrer que simplement que eh bien, cela affecte tout le monde et surtout ça touche la plupart du temps les plus démunis, les plus pauvres. Et puis il faut mettre en lumière à travers cette sensibilisation comment changer ce paradigme. Avec un message central, la société durable et décarbonée n'est pas synonyme de retour en arrière, même si elle exige à un moment donné un certain nombre de sacrifices sur la croissance, et il faudra bien un jour qu'on arrive à entamer cette discussion de quel type de croissance nous souhaitons. À bien des égards, ce que nous souhaitons, cela apparaît en tout cas, c'est comme une société du bien-être physique, du bien-être mental, du mieux vivre ensemble, de la créativité, de l'innovation et du dynamisme. Ça supposera qu'un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui nos sociétés mettent en avant, non, je ne vais pas les développer, sinon on y passera la soirée, et puis je crois que c'est le CERN dont on doit discuter. Évidemment, ce changement-là est un changement considérable dans nos mentalités. Mais dans ce cadre, je dois dire, le festival Alternativa, il joue un rôle extrêmement important, et cela depuis 11 ans.
parce qu'il met en lumière des initiatives locales, des initiatives concrètes en faveur de cette transition, en démontrant qu'un autre développement est possible, qu'une autre construction d'une société plus solidaire et plus durable est possible. Ce festival démontre, par exemple, qu'un autre monde, encore une fois, est possible et qu'il incite ainsi la population à modifier un certain nombre d'habitudes du quotidien. Et puis, Alternativa, c'est aussi un moment d'action collective qui nous facilite la mise en réseau des initiatives locales. C'est pour toutes ces raisons, évidemment, que la ville de Genève, elle soutient cette organisation, et cela depuis ses débuts. Et puis, chaque année, Alternativa propose de favoriser le dialogue, les réflexions, via ce cycle de conférences sur différents sujets qui sont liés à cet objectif de transition. L'objectif, c'est d'informer, de bousculer parfois, mais surtout de susciter le débat, et cela de manière constructive. Et on va le voir pas plus tard que tout à l'heure, ce soir, pour cette ouverture du festival, puisque Alternativa a choisi un sujet qui questionne et divise la région. C'est ce projet de futur collisionneur circulaire du CERN, avec ses 91 km de circonférence qui passent sous la ville de Genève et la France voisine, enfin sous le canton de Genève. C'est un anneau qui pourrait succéder à l'actuel LHC et devenir, selon le CERN, je cite, l'instrument le plus extraordinaire jamais construit par l'humanité pour étudier les constituants et les lois de l'univers au niveau le plus fondamental. Je dois dire que c'est un débat compliqué, difficile, et il est d'autant plus compliqué que nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, à une époque, et on le voit quotidiennement, et on le voit outre-Atlantique, mais pas seulement, où la science est remise en cause, de manière systématique. Quel est notre rôle? Comment devons-nous affronter ces débats scientifiques à un moment donné? Sur quelle base et sur quelle priorité? Puisque, comme je le disais précédemment, les réactionnaires ne rêvent que d'une chose, puisque la science leur donne tort dans leur projet de développement, eh bien, écartons et ignorons la science. C'est quand même un projet qui pose question, puisque selon certaines sources, il constituera 27 milliards d'investissements. C'est donc un projet gigantesque qui implique 12 ans de travaux, des millions de mètres cubes qui seront à excaver, et puis une consommation électrique massive. Des scientifiques de nombreuses associations dénoncent ce coût environnemental du FCC, dont la réalisation, évidemment, elle questionne, et je trouve tout à fait légitime, dans un contexte de crise climatique et de crise de ces ressources, de savoir à un moment donné, est-ce que c'est la bonne piste de recherche? C'est les scientifiques, je me réjouis, devraient aussi nous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de recherche pour la physique fondamentale, ou bien c'est cela dont nous avons besoin pour effectivement non seulement faire avancer la science et nous rendre indépendants face à certaines grandes puissances, mais surtout pour pouvoir affronter les défis du XXIe siècle. Il est donc essentiel de rappeler les engagements climatiques que nous avons pris, les uns et les autres, le canton, la ville, mais aussi les grandes institutions, et l'importance que l'ensemble des acteurs de la région travaillent dans la même direction, mais ce débat, évidemment, sur les projets du CERN doivent avoir lieu. Donc, de nombreux expertes et experts de la thématique sont présents ce soir. Je me réjouis de les écouter. Je remercie vraiment de leur présence, ainsi que toutes les organisations et les personnes qui vont participer, surtout, et je conclurai par là, cette 11e édition d'Alternativa, pour cette mobilisation qui est plus nécessaire que jamais aujourd'hui, vu les vents contraires, les vents impétueux qui nous viennent d'outre-Atlantique, plus nécessaire que jamais que nous restions attentifs, que nous restions vigilants, que nous restions debout pour affronter évidemment ces moments réactionnaires et puissions évidemment avancer dans cet autre projet de société que nous souhaitons toutes et tous. Merci beaucoup. Merci bien. Nous entendons maintenant Anna d'Alternativa pour nous présenter un peu plus ce festival.
Donc bonsoir à toutes et tous et bienvenue au nom du comité d'Alternativa Léman. Ceux qui viennent depuis au moins 3 ans à Alternatiba savent que je commence traditionnellement par dire que bien que je m'appelle Anna Gomez, je ne suis pas apparentée à Monsieur Alfonso Gomez. Comme il est ici présent, comme chaque année, on le remercie, je me permets de continuer avec la tradition. Donc depuis 3 ans déjà, il y a un nouveau comité qui s'est mis en place, qui travaille durement pour renouveler le festival, pour qu'il reste pertinent, et afin d'impliquer plus les associations et les collectifs membres dans nos décisions, de créer des synergies, de nouvelles dynamiques, dans l'idée de mettre nos forces en commun et de casser les silos. Cette année, on a eu la chance d'avoir 2 nouveaux membres très dynamiques, Benoît et Julie, une deuxième Julie, pour ceux qui connaissent l'autre Julie, ainsi que 2 collaboratrices, Sonia, qui est notre responsable de communication, et Namina, que vous avez vu à l'accueil, notre responsable bénévole. C'est donc une équipe de 8 personnes seulement qui vous propose cette 11e édition. Nous sommes convaincus que c'est dans l'unité, la force du collectif, que nous pourrons poursuivre la lutte climatique. C'est pourquoi ce sont nos membres qui ont organisé chacune des soirées que vous allez vivre cette semaine, auxquelles nous nous réjouissons de vous voir aussi nombreux. Comme chaque année, le festival se termine traditionnellement avec son village des alternatives, au Parc des Bastions, où il y a plus d'une centaine d'associations présentes. Et cette année, comme chaque année, on a un nouveau programme d'ateliers qui seront très intéressants et une nouvelle programmation culturelle et musicale. D'ailleurs, si vous désirez rejoindre le comité et venir participer, apporter vos forces vives, vos idées, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. On est toujours ravis d'accueillir de nouveaux membres pour continuer à être utiles à la lutte climatique. On vous remercie de venir à cette soirée sur le CERN. Vous l'avez peut-être vu, le titre a changé afin que ça reflète une plus grande pluralité d'opinions sur le sujet. Au nom d'Alternativa, on répète que la science, pour nous, est évidemment extrêmement importante dans le mouvement écologique. C'est vraiment notre outil qu'on utilise le plus pour se battre contre les fake news, le climato-scepticisme, même si, comme l'a dit M. Alfonso Gomez, il est remis en question, critiqué, tout simplement parce qu'il ne colle pas avec l'idée de ceux qui sont contre l'action climatique, mais elle est extrêmement importante pour nous. Et le but de cette soirée autour du CERN, c'est vraiment d'informer le public afin d'avoir tous les outils et toutes les informations pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Je finis donc par remercier nos partenaires, les communes, les fondations qui nous soutiennent financièrement, ainsi que le canton et la ville de Genève. Et je finis par vous souhaiter une bonne discussion, de belles découvertes à toutes et tous. Et j'espère que vous viendrez nombreux tout au long de la semaine et le samedi. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Jean-Bernard Bilter pour rentrer dans le vif du sujet sur le CERN. Bonsoir, le titre de cette présentation, le FCC, énorme projet, énorme dégâts. Vous voyez que je ne vais pas parler du projet, de son contenu scientifique ou des problèmes techniques que pose la fabrication de ces incroyables machines, mais de son impact. Parce que si on veut parler de démocratie et grands projets scientifiques, en particulier de celui-là, il faut bien mesurer de quoi on parle. Donc ma présentation va se concentrer sur l'impact que ce projet peut avoir. Alors sur cette image, vous voyez en rouge, c'est l'actuelle plus grande machine du monde, l'accélérateur du CERN, le LHC, qui est exploité maintenant. Et actuellement, le CERN a pour projet de construire une nouvelle machine qui est représentée par le cercle en bleu foncé. Et vous voyez qu'il part de Mérin. C'est donc un tunnel souterrain situé à 200-250 mètres sous terre, d'un diamètre de 5,5 mètres intérieur et 6,5 mètres de forage, et qui va passer sous le lac Léman, contourner le Salève, passer sous le Rhône et revenir à Mérin, 91 km de long. Donc on voit que c'est un projet énorme, et évidemment un projet énorme
correspond de conséquences. Moi, je parle de dégâts ou gros impacts sur la vie des habitants, gros impacts sur l'environnement. Et dans l'environnement, on inclut le climat, évidemment. Alors, dans ce tunnel souterrain, sans entrer dans les détails, il y aura ce qu'on appelle l'accélérateur collisionneur, dont vous voyez ici une illustration. Donc, c'est ce genre de machine qui va se produire sur 91 km. En plus de cette machine, de ce tunnel lui-même, il y a des cavernes. Certaines ont 35 mètres de haut, donc vous pouvez y loger des immeubles de 8 ou 10 étages. Et il y a des galeries, il y a des tunnels, enfin il y a tout un réseau qui fait que cet ouvrage est un énorme ouvrage dont le chantier va durer entre 5 et 7 ans. Et ce tunnel, qui est souvent complètement souterrain, est relié au plancher des vaches en 8 endroits différents, par une douzaine de puits. Il y a un nombre différent de puits selon les sites. Et ça, c'est les sites de surface que le CERN se réserve ou souhaite occuper. Maintenant, il commence à être défini avec beaucoup de précision sur les 8 sites de surface. Il y en a un en Suisse, à Preusinges. Et il y en a... Les autres sont en Haute-Savoie et il y en a dans la... Vous voyez ici le nom des communes. Si vous regardez, vous voyez le type de terrain qui va être, on peut dire, sacrifié ou occupé ou voué au chantier, tout d'abord. Il faut creuser les puits pour ensuite mettre les tunneliers et creuser le tunnel. Et ensuite, après le chantier, aux installations techniques de surface. Ici, c'est des plans de ce que pourraient être 3 de ces 8 installations, où on voit le type de bâtiment qu'il y a. C'est plusieurs hectares, il y a 5 à 8 hectares d'installation, un peu comme une zone industrielle chez nous, comme à la Simeza, ou des bâtiments techniques. Il y a les puits pour descendre, les ascenseurs pour descendre sous terre. Ça, c'est ce qui sera construit sur ces zones vertes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis le gros problème, c'est qu'on va creuser sous terre. Et qu'est-ce qu'on va creuser? Le projet est disposé de telle manière qu'on creuse surtout, à 95%, la molasse. C'est ce qui se prête le mieux aux travaux et aussi à la stabilité de l'ouvrage après coup. Donc, cette molasse, il y en aura... Le CERN va devoir en sortir de sous terre l'équivalent de 3 pyramides de Khéops, 8,5 millions de mètres cubes. Et en fait, pour l'instant, le CERN ne sait pas encore exactement comment disposer de ça. Le CERN a rendu une étude de faisabilité sur le projet fin mars de cette année. L'étude de faisabilité devait régler une série de problèmes, dont celui-là. Il faut dire qu'on ne sait pas vraiment bien. Le CERN a 3 projets différents. Un, c'est de tout casser et de faire des briques. Enfin, casser, ça l'est de toute manière au moment où elle sort de terre, mais de faire des briques avec ça. L'autre, c'est de travailler ce sol d'une manière à encore définir pour le fertiliser, et peut-être le réutiliser comme technosoil ou comme, enfin, dans l'agriculture ou la foresterie, on ne sait pas encore très bien quoi. Et le troisième, c'est à la décharge d'une manière ou d'une autre. Ce problème est un gros obstacle auquel le CERN est actuellement confronté pour la réalisation du FCC. Maintenant, chacun de ces sites correspond aussi tout un réseau de routes, de trajets à prévoir à l'avance, parce que pour évacuer cette molasse, il faudrait des dizaines de milliers de mouvements de poids lourds. Et puis qui partiront de là, qui amèneront la matière dans des gares. Une partie, enfin, on ne sait pas encore exactement le détail de la destination finale de tous ces déchets, mais on sait qu'il va falloir les évacuer. Et on peut voir le genre de problème que ça pose, en particulier dans une ville, dans une région aussi dense que Genève. Ça, c'est une esquisse de ce que le CERN étudie pour pouvoir évacuer les matériaux du site de surface de Preusinges. On voit même qu'à un moment, il y a peut-être une traversée sous le lac. Je ne sais pas si c'est toujours envisagé. Mais il faut multiplier ça par 8, donc ça vaut pour tous les sites.
Ça fait que toute la région est concernée. Il y a les communes qui sont directement concernées par la construction des sites de surface, mais toute la région sera concernée par le trafic qui sera induit. Il y aura aussi des rubans convoyeurs pour transporter ces matériaux par endroits. Et là, maintenant, je vais vous montrer la manière dont Noé 21, l'organisation dont je fais partie, présente l'impact et souhaiterait que le CERN le présente aussi. C'est-à-dire décomposer les travaux en différentes étapes et voir la contribution, plutôt les émissions de chacune de ces étapes qui ira dans l'atmosphère et s'y accumulera, parce que ça ne se décompose pas tellement vite, et de voir quel est l'impact total du projet tel qu'il est envisagé s'il est réalisé. Alors ici, en premier, cette petite flèche ici qui monte, on voit quelles seraient les émissions de CO2 ou équivalent CO2 du chantier, donc des 5 à 7 années de travaux sous terre, avec les machines et les camions qui emportent tout ça. Ensuite, la deuxième, en jaune, la deuxième droite inclinée, ça montre l'impact CO2 de l'installation et des machines qu'on met dans le tunnel. Parce qu'évidemment, s'il y a 91 km de fer, d'aluminium, de cuivre, etc., tout le reste, c'est un gros empreinte carbone. Ensuite, il y a l'exploitation du premier accélérateur. On verra qu'il y en a deux. L'exploitation du premier accélérateur, il y a de grandes émissions dans l'atmosphère de gaz fluoré. Ces installations utilisent beaucoup de gaz fluoré dans les détecteurs, à cause de ses propriétés électriques, dans les installations électriques, comme on le voit dans toutes les installations haute tension, et aussi dans la cryogénie, c'est-à-dire dans l'ultra-froid et aussi dans la climatisation que le CERN doit mettre en œuvre pour le fonctionnement de cette machine. Ensuite s'ajoute l'empreinte carbone de l'électricité qu'utilisera cette machine. Donc là où il y a ces deux, la ligne rouge et la ligne verte, on est en phase d'exploitation du premier accélérateur qui s'appelle FCCEE. Ensuite, après 15 ans d'exploitation, le FCCEE est démonté et on a un nouveau chantier pour installer le deuxième accélérateur. C'est dans le projet, FCCHH. Donc on a un nouveau appoint de nouvelles émissions dues au chantier. Et ça recommence. Le nouveau chantier aura ses émissions de gaz fluoré dans l'atmosphère, qui est un gros problème d'ailleurs que le CERN reconnaît, qu'il a déjà actuellement avec son LHC. Et ensuite, à gauche, il y a la consommation, l'impact carbone de la consommation électrique du deuxième accélérateur. Et sur le graphique de droite, la ligne noire, c'est la somme de toutes ces, j'appelle ça des contributions au sens du graphique du terme, mais de toutes ces émissions qui seront associées à ce projet de FCC. Alors ça, c'est une estimation que Noé 21 a fait sur des calculs sur les documents du site de Noé 21. Vous verrez comment ils ont été faits. Évidemment qu'il y a une part d'incertitude dans certains de ces chiffres. Le chiffre qui peut le plus prêter à discussion, c'est la partie de l'impact de la consommation électrique, parce que pour certains, quand le CERN mettra ses machines en marche, on sera dans le photovoltaïque, on sera dans le renouvelable. Je ne suis pas certain que ce soit déjà décidé. Et ces machines se mettront en marche justement au moment où la Suisse a décidé qu'elle serait au zéro carbone. Donc la droite des consommations électriques, nous, on l'a calculée sur la base de l'empreinte actuelle de l'électricité européenne, parce que le CERN est raccordé, comme tout le monde, au réseau européen, qui est une grande machine. Donc on peut discuter de ces chiffres, on voit que ces chiffres sont énormes, que l'impact climatique de ce projet est énorme et que, dans le contexte de la crise climatique, on peut se demander est-ce qu'on peut s'autoriser ce projet et la question qui se pose, quels sont les processus démocratiques qui permettent à la société civile d'exprimer son opinion, si possible avant la décision de construire, en amont des décisions. Et pour l'instant, mon point de vue, c'est qu'au niveau de la France, de la Suisse et du canton, il n'y a pas encore eu de débat public. Je ne parle pas que d'information,
parce qu'on peut expliquer, vous trouverez dans des revues comment fonctionne, ou dans un livre que Noé 21 a édité, comment fonctionne le CERN. Donc l'information est une chose, mais il faut qu'on puisse intervenir, parce que face à des impacts de ce type, il est souhaitable que la population s'exprime. Et voilà. Merci. Merci bien. Et pour la suite, Brigitte Pépin-Donat pour nous parler de recherche fondamentale. Bonjour. Alors, je voudrais rappeler la fonction du CERN. Alors, le CERN a pour mission d'assurer la collaboration. Il a été créé en 1954 dans une Europe qui était quand même traumatisée par l'envoi de 2 bombes atomiques. Et donc, il avait le noble but d'assurer la collaboration entre États européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental. Le CERN est donc un organisme de recherche fondamentale. Et c'est en tant que chercheuse de recherche fondamentale que je m'exprime ce soir. Alors, qu'est-ce que la recherche fondamentale? Alors, c'est une quête de l'inconnu, une magnifique aventure humaine qui permet depuis la nuit des temps de constituer petite pierre après petite pierre, avec rigueur et objectivité, un socle patrimonial de connaissances au service de l'humanité. Chaque être humain, en s'appuyant sur ce socle de connaissances, peut se forger un avis éclairé pour aborder un problème aussi complexe soit-il. C'est pourquoi la recherche fondamentale est un rempart contre l'obscurantisme, une arme contre toute forme de dictature, et donc un pilier pour la démocratie. Il convient de la défendre becs et ongles. Elle est désintéressée, collaborative, sans cloisonnement entre les disciplines, sans contrainte de temps. Elle est collective, elle ne peut être que collective et en aucun cas ne vise des retombées économiques ni des applications. Cette aventure n'est pas belle parce que l'être humain est beau, mais parce que la tâche est tellement immense qu'elle ne peut être que collaborative et en conséquence œuvrer pour la paix. Chaque être humain fait de la recherche fondamentale, car elle est intrinsèquement liée à certaines de ses capacités. Permettez-moi de les illustrer en citant des noms légendaires, même si en réalité, le travail de recherche fondamentale n'est rien s'il n'est pas collectif. Ces capacités sont multiples. Premièrement, le fait pour certains êtres humains de se sentir bien chez soi dans certains univers. Ça peut être les sons, les couleurs, les pensées humaines, le vivant, l'animal, je ne sais pas. Voilà. L'infiniment petit, l'infiniment grand. Et ainsi de proposer des concepts qui peuvent sembler surréalistes, mais qui s'avèrent ensuite exacts. Par exemple, Démocrite, 400 ans avant Jésus-Christ, pense qu'il n'est pas possible de couper la matière, vous, moi, la table, voilà, au-delà d'une certaine unité qu'il nomme atomos, non sécable, l'atome. Voilà. La capacité de faire des observations objectives. Au XVIIe siècle, Newton observe au clair de lune que la pomme qui se détache de l'arbre tombe, mais que la lune ne tombe pas. N'importe qui peut confirmer ces observations. On appelle ça la validation par les pairs. La créativité pour échafauder des théories. Alors Newton imagine que la notion de haut et de bas n'existe pas dans l'univers et échafaude en s'appuyant sur les connaissances déjà accumulées avant lui, la théorie de la gravitation universelle. Alors ensuite, il faut que l'être humain, il est capable de se remettre en question et de dépasser des théories qui sont existantes depuis longtemps. Par exemple, la théorie de la gravitation universelle de Newton dont je viens de vous parler a fort bien fonctionné pendant des siècles, mais elle s'est révélée faillible pour des vitesses et des masses importantes. Alors est arrivé Einstein, et il a dépassé la théorie de Newton dans ses théories relativistes. Mais je voudrais insister, la recherche fondamentale, elle cherche aussi, elle ouvre la réflexion, parce que pour la Newton, le temps était absolu. Ensuite, pour Einstein,
Le temps était relatif, c'est-à-dire qu'il était mesuré différemment par des observateurs en mouvement, les uns par rapport aux autres. Mais plus récemment, des chercheurs comme Carlo Rovelli, qui tentent d'unifier la théorie de la gravitation universelle et l'infiniment petit, ont proposé une gravitation universelle à boucle qui propose de tuer le temps, qui ne serait qu'une marque de notre ignorance. La capacité de ne pas programmer un chemin à long terme. Pierre Joliot, professeur au Collège de France, dit « On ne peut programmer ce que l'on ne connaît pas. Il faut pouvoir bifurquer. Vous cherchez l'inconnu. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc vous ne pouvez pas vous tracer un sillage qui va aller, un sillon qui va aller jusqu'à la fin du siècle. Il faut pouvoir bifurquer. » Et il dit même que l'élaboration d'un programme ne peut être fondée que sur des connaissances acquises, c'est-à-dire sur le passé. Il tue l'imagination. Ensuite, il faut être capable d'abattre les cloisons entre les disciplines. Comment voulez-vous étudier l'inconnu en regardant par le petit bout de la lorgnette? Alors, Edgar Morin va même plus loin en disant que le progrès des connaissances, en les multipliant, mais en les séparant par des barrières disciplinaires, a suscité une régression de la pensée devenue aveugle. Et ensuite, il faut avoir le courage de proclamer les découvertes. Galilée en a fait les frais. Il a passé les 11 dernières années de sa vie en résidence surveillée parce qu'il avait déplu au pape Urbain VIII qu'il a fait condamner pour avoir affirmé que la Terre n'était pas au centre de l'univers. En conclusion, il existe depuis toujours, et il continue à exister, une recherche fondamentale qui utilise nos 5 sens, notre imagination, notre créativité, notre humilité, notre goût pour la beauté, et qui établit un dialogue entre théorie et expérience, mais sobre, et qui ne met pas en péril l'humanité et ne détruit pas la nature dont elle tente de percer les lois. Cette recherche peut sembler simplette au regard de celle déployée par les organismes voués au gigantisme technologique, tels que le CERN avec ses grands collisionneurs. Cependant, permettez-moi de soulever quelques points problématiques liés à cette méga techno-recherche du CERN via ces accélérateurs géants. Alors d'abord, on peut se poser la question, est-ce que le projet FCC, ce futur collisionneur, est éthique? Alors le CNRS, c'est-à-dire la Communauté de la recherche fondamentale en France, s'est doté en 1994 d'un comité d'éthique, qui vise à éclairer l'exercice de la liberté de recherche en regard de ses devoirs et responsabilités vis-à-vis de la société. En 1994, le COMEX déclare en résumé que toute atteinte au vivant est une atteinte à l'éthique de la recherche fondamentale. En 2022, il ajoute l'article 43 que je vous ai projeté, qui élargit ce concept à l'environnement. À la lumière de l'exposé de Jean Bernard et de cet article 43 que vous pouvez lire, je vous laisse vous faire votre opinion quant à l'éthique du projet FCC au regard de l'environnement. S'agissant du vivant, imaginez la violence infligée à des personnes qui voient arriver dans leur jardin des sociétés de forage munies d'un arrêté préfectoral concernant un projet dont elles n'ont jamais entendu parler. La violence quand elles découvrent l'énormité du projet qui met en péril les prairies, les forêts, les vergers, les terres agricoles qui les nourrissent, les sources et nappes phréatiques qui les abreuvent. Bref, leur vie, leur santé, leur bien-être. Et n'oublions pas les autres êtres vivants. Simplement les petits lombrics qui nous permettent de vivre depuis tout le temps en travaillant dans l'ombre, sous terre, dans les terres arables. Pour compléter votre information, je porte également à votre connaissance les avis de Sabine Ossenfelder, une physicienne allemande qui a dénoncé le projet FCC dès son début. D'Aurélien Barrault, qui est directeur de recherche au CNRS et astrophysicien, et qui dénonce le projet et qui se demande comment on peut faire ce projet sans frémir. Dans son livre Hypothèse K, c'était en 2023. Je voudrais citer aussi le premier prix Nobel chinois de physique,
qui s'est fortement opposé à l'équivalent du FCC, mais qui serait décliné en Chine. Et il l'a fait, je tiens à lui rendre hommage, parce qu'il allait avoir 100 ans quand, dans son dernier souffle, il a osé dire ça. Et du coup, en Chine, ce projet pose une grosse controverse. Il y a aussi l'expert britannique auprès du gouvernement britannique, l'expert scientifique, l'ex-expert scientifique, Sir David King. Vous pouvez voir. Et enfin, 400 chercheurs et chercheuses en rébellion qui ont dénoncé ce projet dans une tribune écrite dans le journal Libération en 2025. Alors, cette méga techno-recherche du CERN, via ses accélérateurs, fait-elle vraiment avancer les découvertes à la hauteur des sacrifices demandés à la société? Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Déjà dans les années 80, André Sponer, jeune chercheur au CERN, s'est opposé au projet du LEP. Il a ensuite démissionné du CERN pour raison de conscience et créé l'International Science Research Institute, c'est-à-dire un institut de recherche indépendant. Il a coécrit en 1984 avec Lucie Lanouz, une syndicaliste, Pierre Lehmann, un ingénieur, et Jacques Greenwald, un historien, la quadrature du CERN, qui a fait couler beaucoup d'encre, car il remet en cause la vocation de recherche fondamentale du CERN qui aurait dévié de sa trajectoire vers des buts technologiques moins louables. Je vous laisse découvrir l'avis de André Sponer dans la Tribune de Genève en 1997. André Sponer propose une reconversion du CERN, ainsi que le commentaire, il y est là, le commentaire de Serge Bimpage, le journaliste, qui dit que le rapport entre la science et la société est posé et insiste sur la nécessité d'un débat véritablement démocratique. Impossible de ne pas évoquer également Robert Young, qui a écrit en 1966 un livre à l'apologie du CERN, dit « Grosse machine », mais dont l'opinion a évolué au cours du temps et de ses visites au CERN, jusqu'à ce qu'il rejoigne l'opinion des auteurs de la quadrature du CERN et préface leur ouvrage, puis réédite « dit Grosse machine » avec une postface extrêmement critique du gigantisme du CERN. Mais voilà, le débat n'a pas eu lieu en 80 et la controverse reprend de plus belle 40 ans plus tard avec ce projet de nouveau collisionneur encore bien plus gros que le précédent. Alors, je vous laisse... en fait, le physicien polonais, alors c'est Aleksander Filip Czarnecki, fortement impliqué dans la mise à jour de la stratégie européenne de la physique des particules depuis de longues années, a écrit une contribution personnelle pour le Symposium de Venise, qui a eu lieu en juin 2025 et qui est dédié à préparer la mise à jour de la stratégie européenne de physique des particules, qui sera validée en 2026. Il explique qu'il n'adhère pas à l'avis collectif. Donc il explique qu'il n'adhère pas à la contribution collective et donc il dépose une contribution personnelle. Il explique que l'avis collectif, selon lui, ne reflète pas la situation globale, que le LHC, malgré les investissements énormes et les efforts de milliers de personnes, n'a fait que confirmer des théories déjà connues, le boson de Higgs, depuis des dizaines d'années, et n'a rien apporté à la compréhension profonde de la physique des particules, si ce n'est à la marge. Il pose également la question suivante. Cette méga techno-recherche du CERN est-elle vouée à une fuite effrénée technologique vers l'avant pour sa survie aux dépens de la recherche fondamentale? Je vous laisse découvrir son avis, toujours au Symposium de Venise en juin 2025. Il est choqué par la justification donnée par la directrice du CERN qui dit « C'est le seul projet qui correspond à la taille de la communauté du CERN ». Ce qui, selon lui, je vous ai traduit parce que c'est en anglais, que la recherche fondamentale passe au deuxième plan. Alors, cet avis est corroboré
par celui d'un autre chercheur polonais pour le même symposium, à Venise 2025, qui dit que le FCC n'assurera l'avenir du CERN qu'au point de vue administratif, mais sera une régression au niveau de la recherche. Alors, cette méga techno-recherche du CERN respecte-t-elle la liberté de chercher à leur façon tous les chercheurs? Alors là, je voudrais vous citer l'avis d'un membre autrichien du conseil du CERN. Je vous rappelle que le FCC est programmé jusqu'en 2100. Tellement d'argent investi, tellement de sacrifices demandés. Et lui, il dit, selon ce monsieur, il ne serait pas fair-play d'imposer un programme de recherche en physique à nos petits-enfants. J'arrête ici parce qu'il y a tant de choses encore à dire au niveau de la méga techno-recherche, mais voilà, j'ai 10 minutes, donc pas vous saouler. Alors moi, j'aimerais terminer en disant que, il me semble que dans la société, deux camps d'humains s'affrontent. Ceux qui pensent que la technologie va tout résoudre. Et puis ceux qui pensent qu'elle va dompter la nature, en quelque sorte. Et ceux qui pensent qu'ils sont la nature. Ça, je pense que la science, la recherche l'a prouvé. On est tous faits des mêmes atomes. Et on est tous intimement liés. La nature, c'est un grand tout dont nous faisons partie, quoi. Et ceux qui donc pensent qu'ils sont la nature, qui s'en émerveillent et qui voudraient mettre les connaissances au service d'une société plus juste. Alors, ce qui se décline en deux versions de la recherche fondamentale. La version faussement simplette, qui a fait et continue de faire ses preuves, en guettant humblement les signes envoyés par la nature, en réfléchissant au clair de lune sous un pommier, et en réalisant des expériences sobres à taille humaine. Et puis la version méga technologique qui propose par exemple de sonder l'origine de la nature avec un collisionneur géant, cette version qui demande beaucoup de sacrifices à la société. Je suis une amoureuse de la recherche fondamentale, je la trouve belle et j'ai été très choquée d'entendre le porte-parole du CERN comparer le FCC à une grosse conduite d'égout d'une grande ville lors de l'émission Prise de Terre du 5 juillet 2025. Parce que, comme disait Dirac, toutes les disciplines de recherche fondamentale obéissent aux lois de la nature, sauf les mathématiques. Les mathématiques, elles obéissent aux lois des mathématiciens, c'est un langage. Mais il se trouve qu'on ne sait pas trop pourquoi. Les mathématiques sont tout à fait capables de décrire les lois de la nature. Et Dirac disait, quand il a écrit son équation, qui est à l'origine de l'antimatière, cette équation m'a surpassée. Au début, tout le monde a cru qu'elle était fausse, parce qu'il avait trouvé des énergies négatives. Personne ne comprenait. Et puis, en fait, elle s'est avérée vraie. Et il a dit... Mais j'aurais dû me douter qu'elle était vraie, parce qu'elle était belle, et la nature est belle, donc seule une équation belle peut refléter la nature. Merci. Nous nous déplaçons du côté de la table pour ouvrir cette table ronde maintenant, mais en commençant par deux présentations un peu plus longues sur les procédures démocratiques, les procédures administratives qui sont prévues pour ce projet d'extension de ce collisionneur. Je ne sais pas si vous voulez commencer par le contexte français ou suisse. Commençons par le contexte suisse alors. On commence par la Suisse. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette discussion. C'est une discussion qui mérite d'avoir lieu. On parle d'un débat démocratique. Eh bien, une réunion comme celle-ci fait partie des différentes étapes possibles du débat démocratique. Alors moi, je vais vous parler au fond du processus politique, qui est intimement lié au processus démocratique, au rôle des plans sectoriels, parce qu'au fond, ce projet de FCC est intégré dans un plan sectoriel, et c'est important de savoir qu'est-ce qu'un plan sectoriel, et quelle est notre marge de manœuvre en tant que citoyen, citoyenne, sur un plan sectoriel. Et puis après, j'arriverai sur les entraves démocratiques
malheureusement, qui sont arrivées les unes après les autres sur un projet de cette ampleur-là, et de questionner au fond quels sont les leviers possibles aujourd'hui encore pour s'exprimer au mieux, parce que c'est vraiment cet angle que je souhaite prendre ici. Il ne s'agit pas de faire un combat aveugle contre le FCC, il s'agit encore moins de s'opposer à la science, et je pense que les propos qu'on a entendus des deux scientifiques tout à l'heure le montrent exactement. Évidemment que non, ni de s'opposer au CERN, et je pense qu'il faut faire vraiment une claire distinction entre ce que le CERN, ce fleuron de la science, qui a aussi fait de Genève le rayonnement qu'elle connaît aujourd'hui, et ça sont des éléments qui sont essentiels, le rôle de la science est essentiel plus que jamais aujourd'hui, et puis à côté, ce projet du FCC en particulier, et son impact et finalement la manière dont on arrive à en discuter, à s'exprimer, et c'est surtout sur ce processus politique que j'aimerais revenir et vous dresser un peu la chronologie, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation aujourd'hui. Alors finalement, le projet de l'UFCC existe depuis longtemps, peut-être Arnaud, vous me corrigerez, mais en tout cas 10 ans, ça fait plus de 10 ans que ce projet est dans l'air, ou même plus que dans l'air, est presque sur la table. Et ce qui s'est passé dans la chronologie, c'est qu'en décembre, 10 ans plus tard, en décembre 2020, le canton de Genève demande de remettre la procédure de consultation à la Confédération sous la forme d'un plan sectoriel. Donc d'une certaine manière, la question était d'abord au niveau genevois. Et puis évidemment, un projet d'une telle ampleur dépasse les frontières du canton. D'ailleurs, ça dépasse clairement parce qu'il est en grande partie aussi en France, avec un intérêt national, mais bien sûr au-delà aussi un intérêt international. Donc d'une certaine manière, le fait de repasser le projet au niveau national était pas faux au niveau de la procédure, mais évidemment questionne notre capacité ensuite à pouvoir nous exprimer. Et c'est comme ça que je viendrai tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un plan sectoriel. Donc voilà, en décembre 2020, Genève demande de remettre la procédure d'autorisation à Berne sous la forme de ce plan sectoriel. Et puis, le Conseil fédéral adopte alors une loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et d'innovation, c'est la LERI. Donc c'est le Conseil fédéral qui fait cette loi. Et puis, en 2023, un projet de loi est soumis à consultation avec des réponses assez fortes de différents milieux. Donc il y a déjà à ce moment-là une réaction assez vive du terrain, des communes, des cantons, mais aussi des différents milieux directement touchés. Et puis c'est seulement en septembre 2024, donc il n'y a pas si longtemps, il y a une année, le Parlement, les deux chambres, le Conseil national et le Conseil des États, a voté cette LERI, cette loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation. Cette loi a passé haut la main. Très clairement, elle n'a même pas fait débat d'une certaine manière. Ce plan sectoriel, au fond, à l'intérieur de cette loi, c'est un plan sectoriel, mais finalement qui concerne le CERN de manière assez large et en partie seulement le projet du LCC. Ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu une votation donc, dans les conseils, l'UDC l'a refusé, les Verts, nous sommes abstenus, et puis sinon, il y a eu un oui très large, aussi parce que le débat politique proprement dit n'a pas eu lieu, et je vous expliquerai ensuite pourquoi, parce qu'au fond, d'une certaine manière, le LCC n'était pas très visible dans cette LERI, qui est une loi assez large sur l'encouragement à l'innovation, qui concerne en grande partie aussi des projets du CERN, qu'on soutient largement, raison pour laquelle d'ailleurs les Verts nous étions abstenus, parce qu'il y avait dans cette grande loi LERI des éléments aussi importants qu'il fallait préserver, mais cachés entre deux lignes, entre deux articles, le projet pharaonique du LCC. Et puis, début 2025, une nouvelle mise en consultation qui sort au public avec le contenu du plan sectoriel. Ça, c'est sous la forme d'un arrêté fédéral. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plan sectoriel? Et c'est là que c'est important de voir et quelles sont les marges de manœuvre. Alors, un plan sectoriel, c'est un instrument de planification qui définit objectifs et principes directeurs pour le développement spatial, territorial, dans un domaine spécifique. Alors on les connaît surtout en Suisse, on connaît le plan sectoriel d'énergie, par exemple. Vous vous rappelez, en 2017, on a voté la stratégie énergétique 2050, par exemple, qui était vraiment un projet d'envergure au profit de la collectivité. Mais on a aussi des plans sectoriels qui existent sur l'asile, par exemple, quand on avait eu le grand bouleversement de l'asile avec le projet de ces centres fédéraux d'asile, et ça avait été inscrit sous la forme d'un
plan sectoriel, mais on le connaît aussi au niveau militaire, hein, c'est aussi à travers des plans sectoriels que les thématiques se développent. Alors, ces plans sectoriels, au fond, quelle est leur particularité? Elle est assez simple. Leur particularité, c'est que dans un pays fédéraliste comme le nôtre, où en général, un pays fédéraliste comme le nôtre, où le principe de subsidiarité est quelque chose d'important, eh bien, avec le plan sectoriel, le canton ou la commune perd son autorité, d'une certaine manière. Et le plan sectoriel, finalement, c'est la confédération qui a la mainmise. Parce qu'on estime qu'à travers le plan sectoriel, c'est un plan d'intérêt national ou international, et qu'à partir de là, au fond, c'est un intérêt prépondérant, indépendamment de l'intérêt direct au niveau de la commune. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, si cette LERI, cette loi dans laquelle figure le LCC, passe maintenant dans les mains de la Confédération, ça veut dire que nous, ici à Genève, on perd un outil central qui est celui du référendum. Et c'est là où, au niveau du débat démocratique, ça pose un problème de procédure, si on veut, ou de capacité à nous exprimer, parce que quand on a un projet d'une telle ampleur, le minimum, ou en tout cas dans les pratiques qu'on a et auxquelles on tient, eh bien, c'est de pouvoir s'exprimer, d'avoir un vrai débat, c'est-à-dire alors en partie comme le nôtre. Alors il n'est pas trop forcément contradictoire, et d'ailleurs on aura aussi tout à l'heure l'occasion d'entendre directement le CERN, et je pense que c'est essentiel également d'avoir ce débat et d'avoir un débat populaire comme on arrive à le faire dans le cadre des votations, et on est habitué de ceci. Et bien finalement, en confisquant d'une certaine manière le FCC dans le plan sectoriel, eh bien on nous ôte cet outil élémentaire qu'est le référendum. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, et quels sont aujourd'hui, avec finalement le FCC confisqué, mais je dirais surtout le débat confisqué, parce qu'on peut en parler ici autour de la table, on peut essayer de s'informer, on peut échanger, mais l'important c'est quel est l'outil qui pourra influencer quand même aussi la suite de la procédure. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a encore une possibilité, c'est le recours. Le recours reste toujours un instrument qui existe et qui est possible. Ce recours avec des arguments qui devraient être celui, par exemple, de violer le droit fédéral, avec le non-respect de la LAT, par exemple, la loi sur l'aménagement du territoire. On l'a vu, hein, le nombre d'espaces agricoles. Alors en Suisse, l'impact est moindre, en France, largement plus. Mais je ne sais pas à quel point le principe du mitage du territoire, la protection des terres agricoles est complètement compatible avec le projet. On peut imaginer un recours à l'encontre de la proportionnalité, de l'intérêt public, et là ça reprend aussi en partie le propos de la question éthique, proportionnelle aussi, d'un projet d'une telle ampleur, ou simplement qu'il n'a pas respecté la procédure de consultation. Et là, j'aimerais revenir peut-être un instant sur ces différentes entraves démocratiques, parce que si on estime qu'on nous a confisqué le débat, parce qu'on l'a finalement, on est allé le mettre à Berne, ce débat. Et je peux vous assurer, à Berne, ce débat, il a intéressé à peu près personne. Parce qu'on s'est dit, mais finalement, c'est pas chez moi, c'est quelque chose qui se passe quelque part à Genève, et Genève n'est pas toujours très considérée à Berne. Et on s'est dit, finalement, ce débat-là, c'est un débat de Genevois. Et alors que, bien sûr que non, c'est pas un débat de Genevois, parce qu'on n'est pas en train de parler de son précaré, on est en train de parler d'un projet énorme, avec un impact environnemental énorme, une demande, une consommation énergétique gigantesque, alors qu'on est justement dans un débat politique sur la question du conflit de l'usage de l'eau, du conflit de l'usage de l'énergie, de la question du gaspillage, de la sobriété, qui sont des éléments centraux. Et on n'a pas réussi politiquement au niveau bernois d'intégrer le FCC dans cette réflexion sur la sobriété énergétique, qui est pourtant essentielle aujourd'hui quand certains veulent rallumer des centrales nucléaires en estimant qu'on aurait un problème à un moment donné de courant ou simplement de panne électrique. Eh bien, dans un débat qui est aujourd'hui particulièrement tendu, eh bien, on n'a pas réussi à intégrer cette question-là. Alors aussi, et je pense que c'est là maintenant l'intérêt, c'est comment est-ce qu'on fait de ce débat un débat qui reprend racine et qui peut donner au peuple la possibilité de s'exprimer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que le débat, et à travers le CERN, a pris beaucoup de temps à démarrer, et ça a aussi créé une certaine suspicion, qui est évidemment très mauvais pour le débat démocratique, ça c'est un premier élément. Le principe que le fédéralisme aujourd'hui est entravé, on le voit donc dans cette loi, la LERI, hein, il y a un article, c'est l'article 31A, alinéa 1, dans cet article précisément,
eh bien, on parle du FCC, mais nulle part c'est marqué FCC. Donc il y a aussi dans la question de la transparence, comment est-ce qu'on informe, à quel moment on parle de quoi, donc ça passe à peu près inaperçu. Et là, c'est vrai que le fédéralisme est à la fois entravé, et aussi notre capacité à informer de manière la plus juste possible. Le mot FCC, concrètement, aurait dû figurer noir sur blanc dans cette loi. Ensuite, un autre élément qui est aujourd'hui, de mon point de vue, très grave, c'est le délai de consultation. On a des consultations très régulièrement. Eh bien, ces consultations, on a une ordonnance de l'aménagement du territoire à l'article 19, alinéa 4, qui dit très clairement qu'il faut au minimum 3 mois. 3 mois pour qu'une consultation puisse se faire correctement, c'est-à-dire que chaque acteur, actrice puisse prendre le temps de prendre connaissance du propos, de se faire une opinion, et puis ensuite de la publier. Eh bien là, la procédure a duré qu'1 mois. Et ça, c'est un problème, je pense aujourd'hui, je trouve qu'au niveau de la procédure démocratique, c'est un biais qu'on doit aujourd'hui dénoncer. Et puis ensuite, la question de l'étude d'impact du FCC. Alors ça a été, j'ai fait plusieurs demandes au niveau du Parlement pour assurer, et d'ailleurs on a eu des échanges avec, c'est le conseiller fédéral Parmelin qui est en charge de ce dossier, et j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions, notamment dans ce débat qui n'a pas eu lieu, mais qui a quand même été finalement un débat politique, ou en tout cas une discussion politique qui a duré 30 minutes peut-être. J'ai pu lui poser en tout cas la question de l'impact, de savoir au moins avant de décider, d'avoir quel est l'impact environnemental d'une telle machine. Et puis là, on peut vraiment dire très clairement, c'est il y a un problème de temporalité. Parce qu'en fait, on avance sur un projet comme celui-là sans avoir une étude qui soit proportionnelle et qui soit complète sur l'impact d'un tel projet. Et Bernard Billetter l'a dit aussi très clairement dans sa chronologie, qui montrait très clairement l'impact d'un tel projet. Il doit tout considérer, chacune des étapes. Et aujourd'hui, on n'a pas de papier qui montre très clairement ces études, qu'on fait d'ailleurs très souvent, ces études de faisabilité accompagnées d'une étude d'impact environnemental, eh bien, devraient figurer pour nourrir correctement ce débat démocratique. Ensuite, bon, voilà en tout cas pour les absences, je dirais, les absences au niveau du processus démocratique. On a besoin aujourd'hui d'une pesée des intérêts. Le plan aujourd'hui ne permet pas de faire une pesée des intérêts entre à la fois la finalité du projet et son impact environnemental, énergétique, climatique, sociétal. Donc ça veut dire que ce sont des outils dont on a absolument besoin. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire je suis pour ou je suis contre, et en tout cas moi je ne m'aventurerai pas à me limiter à cette question-là, mais plutôt de dire mais comment est-ce qu'on intègre un projet d'une telle envergure dans le débat démocratique. Et pour ça, on a absolument besoin d'avoir des réunions comme celle-ci, on a absolument besoin du CERN, que le débat puisse avoir lieu en toute transparence, et je pense que ça c'est aussi un élément qui redonne aussi la confiance, au débat démocratique, et tout ça dans un climat, et Alfonso Gomez l'a dit aussi tout à l'heure en introduction, tout ça dans un climat général où la science perd une certaine crédibilité, et c'est pour notre plus grand malheur. Nous les Vertes, on a toujours compté sur la science, parce que ce sont les faits scientifiques aussi qui nous aident à combattre les fake news, le populisme et les différentes dérives qu'on connaît maintenant de plus en plus, et évidemment pas qu'en Suisse, mais large à la ronde. Eh bien, on a besoin d'une science qui soit solide, on a besoin d'une science avec laquelle on puisse travailler étroitement en toute transparence. Et évidemment, cette collaboration, elle est essentielle, et aujourd'hui, avec un projet comme celui-là, moi, ce que je souhaiterais en tant que politicienne, c'est de pouvoir travailler de cette manière-là quand on a un projet d'une telle ampleur. Et malheureusement, aujourd'hui, en tout cas la manière dont le débat a démarré, c'est pas de cette manière-là qu'il a démarré. Alors on peut encore changer les choses dans le sens où on peut se réunir ici, on peut discuter, on peut déposer des recours, ce sont des choses qu'on peut faire, répondre aux consultations en étant très sévère, et puis surtout attendre très clairement d'avoir un impact environnemental avant d'aller de l'avant. Mais c'est vrai que la manière dont les choses sont avancées sont aujourd'hui malheureuses, et moi je le déplore en tant que politicienne, parce que je souhaiterais, moi, pouvoir, pour un objet d'une telle ampleur, avoir un débat qui n'ait pas d'entrave, parce que ce projet, non seulement il a un impact environnemental, comme il a été décrit très clairement, mais il touche aussi la question de notre rapport à la science. Et jamais je ne souhaiterais, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi courageux de faire un débat comme celui-ci, parce que, évidemment, il ne s'agit surtout pas de s'opposer à la science, ni de s'opposer au CERN, mais vraiment de questionner finalement un projet d'une telle ampleur, énergivore à souhait, alors que la crise climatique est là, plus que jamais, alors que la crise de l'eau, c'est demain, la crise de la biodiversité a déjà démarré, et que le conflit de l'usage en général
de notre territoire est plus que jamais sur la table. Et dans ce contexte général, un projet d'une telle ampleur doit avoir la place d'un débat démocratique que je souhaite, et je suis contente que le CERN soit là aussi ce soir pour aussi entendre ce propos. On a déjà eu l'occasion d'avoir des débats d'ailleurs ensemble, mais pour qu'on reprenne le cours d'un débat juste sur une problématique aussi importante que celle-là. Je vous remercie. Le prochain projet du FCC est en grande partie en France, et donc on sera aussi intéressé de savoir comment ça se joue du côté français, les procédures qui sont en fait très différentes qu'en Suisse. En effet, les procédures sont très différentes en France par rapport à la Suisse, et je pense qu'en termes notamment de processus démocratique, on a quelques leçons à tirer de comment fonctionne la Confédération. Oui, je disais, par rapport au processus démocratique tel qu'il se passe en Suisse, on a sans doute des choses aussi à apprendre en France par rapport à ce sujet. Vous avez eu beaucoup d'informations là, donc je vais essayer d'être bref du coup et pas vous rajouter des informations supplémentaires. Juste là, vite fait, pour avoir un petit sondage, qui est-ce qui avant ce soir avait entendu parler du FCC et qui est-ce qui avait une idée à peu près précise des impacts que ça pouvait avoir ou non sur le territoire? Oui, donc on est dans une salle avec des gens qui sont quand même relativement bien informés. Donc ça, c'est déjà rassurant. Ensuite, moi, je voudrais quand même commencer par remercier Alternativa d'ouvrir sa 11e édition par un débat comme celui-là, qui est somme toute passionnant, parce qu'au-delà du fait de savoir si on est pour ou contre un projet comme celui-là, qui, à mon sens, n'est franchement pas la question principale, le fait plutôt de pouvoir débattre de façon collective et démocratique de où va la science aujourd'hui et comment la science peut-elle nous aider à répondre aux immenses enjeux auxquels on fait face au XXIe siècle, ça me paraît beaucoup plus intéressant comme question. Et par rapport à ça, moi je me réjouis qu'au final Arnaud Marsoulier soit là et qu'on puisse débattre de tout ça avec le CERN, parce qu'il faudrait quand même aussi qu'on sorte des caricatures avec d'un côté des opposants au CERN qui peuvent au FCC en tout cas, et pas au CERN justement, qui peuvent trouver ce projet tellement dément qu'ils voient le CERN comme une armée de scientifiques un peu fous qui veulent un nouveau joujou et qui veulent l'imposer à tout prix, face à des gens du CERN qui sont dans une logique de recherche fondamentale et qui trouvent sans doute, pour un certain nombre d'entre eux qui défendent le projet, que ceux qui sont dans la défense de leur territoire et dont les terrains privés sont impactés par le projet sont dans une sorte de NIMBY, vous savez, hein, le fameux Not in my backyard, et que donc ce serait faire preuve d'égoïsme que de s'opposer à un projet de recherche fondamentale. Je pense qu'il faut sortir de ces caricatures des deux côtés pour enfin pouvoir débattre sereinement et intelligemment de tout ça entre le CERN et toutes celles et ceux qui sont impactés, mais bien au-delà, étant donné l'impact qui a été décrit, il faut que c'est un débat qui soit local, régional, national et international. Simplement pour vous dire, moi je suis donc élu régional depuis 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les Suisses qui ne connaissent pas forcément, l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est issu de la fusion des régions en France qui ont donné ces grandes régions en 2015. Et aujourd'hui, l'Auvergne-Rhône-Alpes, ça fait la taille et le PIB de l'Irlande, pour vous donner une idée. Donc, comme collectivité qui permettent de maintenir un lien avec les habitants et de pouvoir débattre démocratiquement d'un certain nombre de sujets, c'est déjà très compliqué. Mais moi, pour en revenir à ce sujet du FCC, moi je l'ai découvert en 2023 grâce à Noé 21, dans une réunion publique qu'ils avaient organisée à Annemasse, dans laquelle la salle était pleine, mais c'est vraiment là que j'ai découvert ce projet, alors j'ai appris plus tard qu'il était quand même dans les tuyaux, au moins depuis 2014-2015, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au fait de savoir combien y avait-il d'élus qui étaient au courant, et surtout s'il y avait des citoyens qui étaient au courant de ce projet. Une fois que j'ai découvert ça, j'ai commencé à aller aux réunions publiques qui étaient organisées soit en Suisse, côté Noé 21, soit par le collectif concerné. Et la première chose qui m'a frappé, c'est qu'en pleine semaine, un mardi soir, à 21h, un mois de novembre, un mois de décembre, dans un petit village de Haute-Savoie comme Évire, vous avez 300 personnes qui sont dans la salle municipale pour poser des questions sur ce projet et qui ont l'air d'être en panique face à ce qu'on leur montre comme projet. Donc c'est bien qu'il y a une appétence démocratique énorme à au moins avoir de l'information par rapport à un projet de cette ampleur. Donc, la question de la démocratie est au cœur de tout ce qu'on est en train de se dire. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre, un projet comme celui-ci, il faut absolument que la plupart des gens puissent être au courant, puissent en être informés et puissent en débattre. Moi, la seule chose que j'avais pu faire à mon petit niveau à l'époque quand j'ai découvert ça, c'est quelques semaines plus tard, proposer une tribune collective qui était signée par un certain nombre d'élus des deux côtés de la frontière, dont Delphine, tu l'avais signée, une tribune dans Le Monde pour en appeler à un débat
démocratique sur ce projet de FCC. Bon, côté suisse, votre démocratie fonctionne quand même bien, vous en parlez régulièrement, mais côté français, je suis désolé, on ne voit rien venir en termes de débat démocratique, que ce soit au Parlement, à l'Assemblée, ou encore moins au Conseil régional. Les élus locaux commencent à être tous au courant en ce qui concerne l'Ain et la Haute-Savoie, mais comme il y a des élections en mars 2026, des élections municipales, vous imaginez bien que la plupart des élus ne vont pas mettre ce sujet sur la table pour des travaux qui commenceront en 2030 et pour un projet qui s'étalerait jusqu'en 2040 et jusqu'à la fin du siècle ensuite. Des élus pour des élections municipales en mars 2026 ne vont pas prendre le risque de mettre ce sujet sur la table. Donc il y a une sorte de chape de plomb en matière démocratique par rapport à ce projet. Et moi, c'est là-dessus que je veux vraiment vous interpeller le CERN pour qu'on trouve des moyens de garantir un véritable débat démocratique. Côté suisse, je me fais moins d'inquiétude, mais côté français, je suis quand même très inquiet. La Commission nationale du débat public est censée être saisie, est censée pouvoir en parler le plus largement possible. Or, on le voit, comparé à d'autres projets qu'on appelle, vous savez, les militants, ils appellent ça les GP2I, grands projets inutiles et imposés. Et depuis que je suis élu en 2021, j'ai dû faire face, en tant qu'élu écologiste, à pas mal de grands projets inutiles et imposés, comme par exemple le fameux tunnel Lyon-Turin, qui est censé être la seule option possible, mais quand on étudie bien le dossier, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres options possibles. Il y a eu l'histoire du vélodrome qui était prévu à La Roche-sur-Foron pour les internationaux mondiaux de cyclisme en 2027, qui était un projet complètement dingue, où on explosait les compteurs à plus de 200 millions d'euros juste pour accueillir une compétition internationale de vélo en 2027, qui a fini par tomber. Mais bon, là, on était vraiment dans un grand projet inutile et imposé, un vrai GP2I. Concernant le FCC, grand projet, oui. Inutile. Personnellement, j'ai fait droit et journalisme comme études. En sciences physiques, je suis vraiment nul, en toute modestie. Je suis incapable de juger de l'utilité d'un projet comme celui du FCC, mais d'après tout ce que je lis et de tout ce que j'ai pu entendre du CERN, être capable d'aller explorer l'infiniment petit et aller aux confins de la matière pour l'humanité, même s'il n'y avait pas d'application directe. Et ça, c'est quelque chose aussi que défendait Aurélien Barraud, même si à la fin, il s'opposait au FCC. Même en soi, ça vaut quand même le coup de se poser la question que l'être humain est aussi un être pensant qui doit pouvoir faire de la recherche fondamentale sans se mettre de barrières. Et là-dessus, je comprends tout à fait la logique du FCC pour aller vraiment aux confins de la matière. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je vais même être un peu à contre-emploi en disant que je comprends aussi la logique qui s'impose actuellement au CERN et qui fait que, comme le LHC arrive en fin de vie et que le CERN doit bien justifier aussi de son utilité et qu'il a besoin de projets dans un paradigme de compétitivité des centres de recherche scientifique, des pays, des États, des grandes entreprises à l'échelle planétaire, dans ce paradigme, évidemment, si le CERN ne fait pas son FCC, il nous répondra avec justesse que ce sont les Chinois qui vont le faire et que donc nos chercheurs ne vont pas avoir un outil formidable entre leurs mains et vont perdre dans cette logique de compétitivité par rapport aux chercheurs chinois notamment. Sauf que le problème, ce n'est pas le CERN, le problème, c'est le paradigme dans lequel cela s'inscrit. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes, j'imagine, dans cette salle qui sont écologistes. Je ne veux pas vous saouler avec des chiffres, ça a été beaucoup dit, mais bien au-delà même de la crise climatique, on a ce problème des limites planétaires. Dernier sondage, je ne vous embête plus après. Qui connaît les 9 limites planétaires dans cette salle? Qui connaît le concept? Ah, ça fait moins de monde déjà que sur le FCC. Ok, les limites planétaires, ce sont les 9 limites au-delà desquelles la planète n'est plus habitable si elles sont dépassées. Ce sont des limites qui ont été définies par le Stockholm Resilience Center en 2009 et qui depuis servent un petit peu de thermomètre pour savoir jusqu'à quand la planète est encore habitable. Sur les 9 limites, le cycle de l'eau, de l'azote, je ne les connais pas par cœur, mais sur les 9 limites, on en a franchi 7. Ayez bien ça en tête. On ne peut pas garantir à un nouveau-né qui naît aujourd'hui que la planète sera habitable quand il aura 30 ans. Ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui. C'est ce paradigme-là qu'il faut avoir en tête. Et c'est celui-là qu'il faut toujours avoir en conscience. Donc par rapport à la fameuse phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », parlons pas science, mais parlons conscience. Il serait temps qu'on ait toutes et tous conscience de ce défi existentiel qui s'impose à l'humanité. Et face à ça, on a vraiment besoin des scientifiques du CERN, notamment. On a besoin de tout ce jus de cervelle pour arriver
à répondre à cette question. C'est pour ça qu'il y a un premier sujet sur lequel je n'arrive pas encore à bien comprendre, parce que j'ai sans doute pas non plus assez débattu avec des scientifiques du CERN, c'est comment s'inscrire, même dans des projections 2040, 2070, 2100, en ayant en tête ce que je viens de vous dire. Ça, c'est la première chose que je ne comprends pas. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas à me projeter au-delà de 10 ans déjà sur l'état du monde. Ensuite, d'un point de vue géopolitique, dans l'état actuel de la géopolitique, c'est très très compliqué d'arriver à tenir un tel projet, même si on est à fond pour, qui nécessite une vraie, on va dire, tranquillité géopolitique et une vraie coordination entre la plupart des États pour mener ce projet à bien. Comment on fait ça avec des États-Unis de Trump, par exemple? Je ne comprends pas non plus comment c'est possible. Donc face à tout ça, qu'on soit pour ou qu'on soit contre ce projet, personnellement, je défends, côté français, la nécessité absolue qu'un débat, enfin, puisse avoir lieu. C'est pour ça qu'avec les écologistes, on a saisi non seulement la Commission nationale du débat public, mais également l'OPESCT, si ma mémoire est bonne, qui est l'Office parlementaire de consultation des choix scientifiques et technologiques. Merci, M. Marcelli. Excusez-moi, j'ai fait droit, mais parfois je suis nul en technocratie. Donc, on défend vraiment ce truc-là. Et quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur la question, moi je nous invite toutes et tous, à sortir des caricatures, à écouter d'un côté le CERN et sa logique actuelle qui fait qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui défendent le FCC, mais à écouter également ses opposants, dont quand même je fais partie, parce que je trouve que dans l'état actuel de la planète, un tel projet, toute cette énergie serait bien plus nécessaire pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Voilà. Mais je pense qu'avant toute chose, c'est le débat qui est nécessaire et qui est important. Je vais m'en arrêter là, mais voilà. Alors, je propose qu'on puisse vous entendre. Arnaud Marcelier, vous êtes responsable de la communication pour le CERN. On vous laisse venir devant pour nous partager le point de vue du côté du CERN. Alors, le point de vue. Bonsoir, je me sens très largement minoritaire, ça va être difficile quand même. Alors, je ne vous cache pas que c'était pas prévu que je vienne ce soir. Alors, j'ai rien préparé, hein. J'ai pas de slide. Mais voilà, je n'avais pas prévu de venir parce que quand même le titre au départ, il était quand même très vaguement outrancier, diffamatoire, voire assez malhonnête. Donc, je suis content quand même d'entendre un peu de rééquilibrage dans le discours, parce que ça fait aussi plaisir d'entendre... On n'a pas beaucoup parlé de science ce soir, mais on en a quand même entendu 2-3 personnes défendre la science. Et moi aussi, le climat, c'est quelque chose qui m'importe. Je pense que la science du climat, elle est attaquée tous les jours, c'est pas la seule. Et je pense qu'il faut défendre les sciences, toutes les sciences. Et en parlant de ça, je parle pas du FCC, je parle juste du principe de base. Que sans la science... Je pense, et j'espère que vous en êtes convaincus, on ne résoudra pas les grandes questions qui se posent à nous. La science, la technologie aussi, probablement. Pas seulement la technologie, oui, j'entends bien, les questions de sobriété sont importantes. Mais voilà, la science, il faut la défendre. Alors après, la recherche fondamentale, on a eu quelque chose un discours très, très, très poétique presque, et très... très défenseur de la recherche fondamentale. Je voudrais quand même préciser une chose, si on revient sur la question climatique, qui je pense est celle qui préoccupe le plus tout le monde ici. Je vous assure que c'est pas en regardant les pommes tomber d'un arbre qu'aujourd'hui on étudie le climat. On envoie des satellites dans le ciel, c'est Elon Musk qui les envoie aujourd'hui. Alors, si vous voulez penser que les climatologues sont des salauds parce qu'on utilise des fusées d'Elon Musk pour étudier le climat, libre à vous. Mais je pense quand même que c'est pas si simple. La science, elle a aussi besoin d'instruments. Elle a besoin des autres sciences, c'est-à-dire que sans la physique fondamentale et sans d'autres sciences, on n'est pas capable de fabriquer des instruments, on n'est pas capable de mesurer, et on n'est pas capable de comprendre, on n'est pas capable de modéliser. Il faut des data centers, figurez-vous, pour faire de la modélisation climatique. Alors c'est quoi? C'est bien ou c'est pas bien les data centers? C'est bien ou c'est pas bien les fusées d'Elon Musk? Voilà, donc la science, elle a quand même besoin d'instruments, elle a besoin d'avancer, elle a besoin de progresser. Si on veut continuer à faire aussi ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire de résoudre les grands problèmes qui se posent à nous demain. Alors le sujet ce soir, c'était beaucoup la démocratie.
j'étais intéressé de voir qu'on avait des exemples de chercheurs qui pensent que FCC, c'est pas une bonne idée. Oui, figurez-vous que le CERN, c'est peut-être le plus bel exemple démocratique de science. C'est-à-dire qu'on réunit les scientifiques. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une très grande majorité des chercheurs qui pensent que le meilleur outil pour avancer dans notre connaissance sur la physique des particules, c'est le FCC. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Tout le monde n'a pas été d'accord dès le début. D'accord ? Donc ça, oui, ça c'est le débat démocratique, c'est le débat scientifique aussi. Oui, on trouvera encore des gens qui sont contre. Et c'est parfaitement sain, figurez-vous. Par contre, à un moment donné, il faudra prendre une décision. Ça, c'est quand même important. La science du CERN, c'est aussi pas seulement la science, c'est aussi une forme de modèle qui a un très beau succès. Et un beau succès ici, à Genève, donc Genève qui est devenue un peu la capitale mondiale de la physique fondamentale, et un exemple de comment on met ensemble, aujourd'hui 110 nationalités différentes, pour faire avancer au travers d'un grand projet, 2 grands projets, où on n'en fait qu'un au monde. Alors oui, c'est grand, mais on n'en fait qu'un au monde. Donc déjà, c'est d'une certaine manière une forme de sobriété. Hein, dans les années 50-60, chacun faisait son accélérateur de particules. Hein, ils n'étaient pas petits nécessairement. Hein. Il y en avait un aux États-Unis, il y en avait un en Chine, il y en avait un au Japon. Donc voilà, tout le monde s'est mis ensemble pour faire ça. Oui, c'est vrai, c'est des grands projets. Et si on veut pouvoir mener ça à bien, il faut le faire tous ensemble. Peut-être le faire ici, c'est mieux que de le faire ailleurs. Et peut-être que le faire ici aussi, c'est une manière de défendre, on a parlé de la démocratie. Alors, on a parlé de géopolitique, oui. Peut-être on a plus besoin que jamais de projets fédérateurs qui rassemblent aussi, qui rassemblent sur des choses qui, finalement, concernent tout le monde. La science, ça concerne tout le monde. Ce qu'on cherche au CERN, c'est très fondamental. Ça questionne nos origines, les origines de l'univers, le fonctionnement de la matière. Ça concerne tout le monde. C'est un bien de l'humanité. Si nous, en tant qu'humains, on arrête de faire ça, je pense qu'on perd quelque chose. Et bon, par ailleurs, comme j'ai dit, je ne pense pas qu'on résoudra les autres grands problèmes. Alors, il y a plein de questions. Il y a les questions des impacts. Peut-être on va en parler. Je ne pense pas que je puisse aborder toutes les questions qui ont été posées. Mais il y a une chose quand même que je voudrais dire. Vous avez ici, au CERN à Genève, un grand institut de recherche qui s'appelle le CERN, qui s'est toujours préoccupé des questions d'environnement, en toute transparence. Vous pouvez vérifier, on donne les chiffres. Oui, alors on a parlé d'un certain débat respectueux, donc c'est mon tour. Hein. Et si on veut parler de menteurs, par exemple, le chapitre sur les activités militaires du CERN, ça c'est un mensonge très profond. Hein. Et des mensonges, les associations, ça vous fait pas honneur, vous en avez porté pas mal depuis 2 ans. Alors si vous voulez qu'on parle de mensonges, on peut aller sur ce chemin-là. Voilà, en tout cas, alors, exemple. Si, vous. Non. Oh, si. Ah non, reprenez votre slide et puis... Je propose qu'on ne coupe pas la parole et qu'on reste respectueux, comme ça vous pouvez finir vos 2 minutes d'intervention. Juste à titre d'exemple sur l'environnement, d'abord, FCC, sa consommation électrique ou sa consommation d'eau serait du même ordre de grandeur que celui du LHC aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ce que consomme le LHC aujourd'hui? Je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, on est dans le même ordre de grandeur. Donc ça, c'est important aussi de redonner des perspectives, parce que si on présente un réquisitoire complètement à charge, effectivement, c'est un peu facile et c'est un peu à sens unique. En 20 ans, le CERN a réduit de 80% sa consommation d'eau. Est-ce qu'on consomme beaucoup d'eau? Oui, mais c'est un fait. On a réduit de 80% notre consommation en 20 ans. Trouvez d'autres organisations qui font ça, et puis après, on peut en reparler. Voilà. Donc, il y a plein d'autres choses. Il y a la question du débat public qui est éminemment importante, et je voulais terminer là-dessus, parce que nous aussi, on souhaite évidemment que le débat public il ait lieu. Et voilà, je suis là quand même ce soir, alors que c'était quand même pas gagné d'avance, hein, je vous le dis. Oui, le débat public, il aura lieu. Il est prévu l'année prochaine, en France et en Suisse. En France, il y a cette commission nationale du débat public qui a été évoquée, qui formellement doit être saisie. C'est quelque chose qui arrive là dans les semaines qui viennent. Et donc c'était l'engagement du CERN dès le début. Hein, la première réunion d'information, je me rappelle, on avait eu toute une discussion là-dessus. Et vous, les associations, vous étiez présents dans la salle, on avait dit oui, on ferait un débat public. Alors oui, ça prend du temps
à organiser, parce que figurez-vous qu'une organisation internationale comme le CERN ne fait pas ce qu'elle veut. Il faut qu'on soit accompagné par la France, par la Suisse. Eh oui, la politique, c'est compliqué, ça prend du temps. Le CERN a ses propres fonctionnements, c'est compliqué. Et en fait, des États, il n'y en a pas 2, il y en a 25. Donc tout ça, ça prend du temps. Mais c'est notre engagement, le débat public, il aura lieu. Il aura aussi lieu en Suisse, et on essaye de trouver des modalités qui soient très proches côté français et côté suisse, pour qu'on respecte le territoire au mieux. Voilà. Et la décision sur le projet, aujourd'hui, elle est attendue en 2028. Donc si le débat public il a lieu l'année prochaine, voilà, on a encore du temps pour discuter, pour débattre. Et vous savez, moi, je suis un peu un idéaliste aussi. J'ai une sorte de rêve. En fait, je pense que vous, les associations, vous avez une autre voie possible aussi. Comme j'ai dit, vous avez sur le territoire une organisation qui se préoccupe de l'environnement. Oui, une personne va dire que c'est un mensonge. Je suis désolé. Moi, peut-être je ne suis pas assez vieux pour penser que c'est un mensonge. Moi, je vois tous les jours ce que font mes collègues sur l'environnement. Je pense que ça n'est pas un mensonge. Et je pense que ce projet, dès le départ, on a entendu M. Gomez parler de construire autrement. On veut le construire autrement aussi. C'est-à-dire faire en sorte de réduire au maximum les impacts et faire en sorte que ce projet, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas d'impact, d'accord ? Mais faire en sorte qu'il soit le plus respectueux de l'environnement. Oui, je pense qu'on peut avoir un débat aussi qui est honnête, qui est ambitieux, se dire, bah oui, on peut continuer à faire des grands projets, parce que faire des grands projets de science, certains vont dire, oui, pour nos enfants, il ne faut pas faire ce projet-là. Moi, je pense que pour nos enfants, il faut continuer à faire de la science, il faut avoir de l'ambition et faire des projets qui vont donner un futur et pas simplement se dire on va tous crever et maintenant on doit se préoccuper que d'une chose, c'est de ne plus rien faire. Voilà. Voilà pour ma réaction à ce qui a été discuté ce soir. Je propose qu'on ouvre maintenant aux questions. Qui soient des questions évidemment respectueuses. Je propose qu'on prenne des salves de 3 questions, donc n'hésitez pas à poser des questions qui sont générales pour tout le panel ou qui sont ciblées pour une personne, et à vous limiter à 3 minutes, pas plus, pour que tout le monde ait aussi la possibilité de poser ses propres questions. Et des micros vont tourner dans la salle, donc levez la main, et si vous voyez que vous êtes vu, c'est que des micros vont venir vers vous. Et aussi, faisons attention à la parité. Je dis aux donneurs de micro, faites attention qu'il y ait une parité, ce serait super. Merci. Question pour le CERN. Est-ce que vous pourriez nous confirmer que sur la moyenne des 5-10 dernières années, le LHC consomme l'équivalent de la ville de Genève? Alors, c'est pas l'équivalent en électricité. C'est pas l'équivalent de la ville de Genève, et puis ça fonctionne pas en permanence, mais il me semble qu'au dernier chiffrage, on est de l'ordre de 30% de la ville de Genève quand on est en fonctionnement. Oui, donc c'est vrai, c'est une grosse consommation, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait le double la population. Canton, pardon. On parle du projet FCC, là vous dépasserez. Nous on parle du projet FCC. Oui, alors vous savez, moi je ne connais pas tous les chiffres par cœur, donc je ne suis pas sûr qu'on va rentrer dans un débat de chiffres, mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, la consommation, elle est très importante. Et by the way, elle vient essentiellement de la France, et donc c'est l'énergie nucléaire. Donc pour un physicien, c'est l'énergie décarbonée. Bah oui, mais vous pouvez rigoler, mais c'est le cas. Je ne dis pas que le nucléaire est parfait, mais c'est quand même une énergie largement décarbonée. Merci infiniment pour toutes vos interventions. Je parlerai en tant que chercheur universitaire. Il y a quand même quelque chose qui me fait tiquer dans tout ce que vous avez dit, et je parle à tous les intervenants. C'est de systématiquement dire la science est une chose magnifique et il faut arrêter de remettre en question la science, et on inclut là-dedans les scientifiques. Et par exemple, une intervenante a dit que les scientifiques étaient non intéressés. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est faux. La science est non intéressée, la science est quelque chose de magnifique. Les scientifiques sont intéressés, ne serait-ce que parce que c'est des salariés. Ils ont un poste à garder, vous le savez tous, ils doivent publier, ils doivent trouver des budgets, etc. Et donc, ça les biaise forcément dans leur travail. Il y a d'immenses scandales dans la science de scientifiques corrompus.
scientifiques qui ont été payés par des entreprises, tout ça, la fabrique de l'ignorance, c'est quelque chose qui est bien documenté. Et je trouve que ce projet du CERN, ce FCC, est un exemple magnifique. C'est typiquement un projet, et d'ailleurs je suis à peine surpris de voir qu'à chaque conférence le CERN n'envoie que des hommes. C'est clairement un projet mégalomaniaque issu de quelques cerveaux masculins en quête de prestige. Et il faut arrêter de dire que c'est juste « Ah, c'est la science, c'est magnifique, il faut tout faire pour la science ». Non, non, il faut quand même bloquer des projets mégalomaniaques de gens qui veulent simplement obtenir un prix Nobel et des publications. Je crois que ça, il faut aussi casser le tabou sur la science et sur les scientifiques. Si je peux me permettre, à la tête du CERN, on a une directrice générale et je pense que c'est probablement elle qui défend le plus ce projet aujourd'hui. Bonsoir. Donc, moi, je suis en Haute-Savoie, à côté du projet donc, du collisionneur, donc, à côté d'une plateforme. Nous sommes dans une vallée où nous prenons le chemin de la culture biologique. Le projet, c'est la biovallée. Donc on est parti dans ce sens-là, on fait toute notre mutation, on met 10 années de sueur et de labeur pour partir en culture biologique. On a nos voisins qui commencent à fédérer tous dans le même sens. Ce projet nous arrive dessus, c'est la catastrophe. Et maintenant, maintenant on est passé à la colère. C'est plus, nous, on n'a plus envie de discuter. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point nous sommes en colère. J'essaie de me maîtriser, mais vous savez, là, c'est terrible pour nous. C'est le saccage total de notre vallée. Saccage total. Je vais vous le dire franchement, on ne vous laissera pas faire. Ça va être la guerre. C'est ça qui va se passer. Parce que nous, on voit qu'on ne peut pas compter sur nos élus. Ils font un sourd d'oreille, alors il y a toujours quelque chose d'élection. Mais ça, on ne veut plus entendre en même temps. Tout ça, on ne veut plus. Nous, on veut que les élus, dans les prochaines élections, nous disent oui ou non. On ne veut pas, justement... ça, c'est insupportable. Et moi, là, je vous dis, je contiens ma colère. Mais vous n'imaginez pas à quel point la colère sourde, elle est grave. Elle est lourde. Et ça, bon, ben, voilà, peut-être que vous le verrez par vous-même. Juste si je peux me permettre, je vous comprends. Je vous comprends très sincèrement. Ben non, mais je vous respecte, mais je vous comprends. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est antinomique par rapport à nous, le projet. Oui, mais je comprends. Nous, on a un projet, c'est la biovallée. Nous, on part dans on veut arrêter les pesticides. On le fait. On est déjà... Moi, je suis pas peur. Je le fais. C'est ma sueur. C'est l'engagement qu'on prend. Le monde de demain, c'est le monde biologique. C'est le monde sans pesticides, c'est avec beaucoup moins de carbone. C'est ça qu'on veut. Là, vous n'allez pas tout dans ce sens-là. Voilà, j'ai fini. Oui, n'hésitez pas à réagir. Juste rapidement par rapport à ce que tu dis et par rapport en général de ce que j'ai pu voir, moi, des 10 réunions publiques que j'ai fait en Haute-Savoie, et c'est vrai que les gens sont très en colère. Et par rapport à cette colère, elle est très claire. C'est parce qu'ils ont encore une fois l'impression que leur avis n'est jamais pris en compte. Donc à un moment, CERN ou pas CERN, c'est sûr qu'il va falloir prendre en compte cette chose-là, parce que nous-mêmes, en tant qu'élus locaux, on va assister à des jacqueries si le CERN continue bille en tête à ne même pas pouvoir envisager que le projet ne se fasse pas. C'est pour ça que moi j'aimerais aussi avoir une question toute simple, c'est y a-t-il un scénario B pour le CERN si le FCC ne se fait pas? Parce que là, en l'état actuel des choses, je comprends tout à fait les habitants, et je pense que si on veut éviter les violences, en Suisse, vous avez ce qu'on appelle des amortisseurs démocratiques. Les gens peuvent voter au moins tous les 3 mois, ça permet quand même de faire baisser la contestation. Mais en France, il faut voir dans quel état est notre démocratie aujourd'hui. François Bayrou, notre Premier ministre, démissionne le 8 septembre. Pourquoi? Parce que le 10 septembre, les renseignements généraux et tout ce que la France compte de gens un peu bien renseignés dans les préfectures savent qu'on est au bord, pas de la guerre civile, mais d'un très très gros mouvement de colère et de mouvements sociaux. Donc il y a ce contexte-là qu'il faut bien avoir en tête avant de vouloir avancer bille en tête, chacun dans son institution et son petit projet, en n'écoutant pas le peuple en fait. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir quand même qu'on se mette tous autour de la table et qu'on discute, sinon, moi qui suis un militant de la non-violence, je ne vais plus pouvoir rien faire face à la violence qui va monter. Je rebondis rapidement parce que vous avez posé la question de s'il y avait un plan B au CERN. Est-ce que vous avez une réponse à cette question?
Alors, ouais, c'est un peu technique, mais le CERN, on ne peut pas appeler le CERN, c'est une institution, c'est un laboratoire, mais derrière le CERN, il y a des États. Donc, in fine, c'est les États membres qui vont décider si on fait ou pas ce projet. Et les États membres, dans les États membres, il y a évidemment la France et la Suisse, mais voilà, il y a aussi les autres. Les États membres du CERN ont demandé aux chercheurs de venir avec un plan B. Oui, tout à fait. Donc voilà, la décision n'est pas prise. On sait qu'effectivement, probablement, en position numéro 1, c'est FCC qui va sortir, parce que les récentes discussions montrent qu'il y a une très grande majorité de chercheurs qui pensent que c'est le meilleur projet. Pour faire la science, je ne parle pas pour le climat, je parle pour faire la science qu'on veut faire. Mais après, voilà, ça a été demandé au CERN de venir avec un plan B. Donc un plan B, il y en aura forcément un. Oui, qui sera proposé sur la table. Mais vous savez, au CERN, on fait des grands projets, donc je ne suis pas sûr qu'un grand projet remplaçant un grand projet aura beaucoup d'intérêt à vos yeux. Je peux répondre. J'ai quand même lu que Mark Thompson, qui va succéder à Fabiola Gianotti, et Fabiola Gianotti, ensemble, ont dit, si le FCC ne se fait pas, on peut compter sur les résultats déjà accumulés avec le LHC pour jeter la lumière sur la matière noire. Alors, moi, je ne sais pas si les directeurs, celle qui est actuellement directrice, et le prochain directeur, disent que les résultats déjà accumulés, Dieu sait qu'on en accumule des datas avec le LHC, alors on pourrait peut-être déjà les exploiter avant de commencer à tout détériorer pour en faire un autre plus grand. On n'a pas exploité toutes les données du LHC. On peut prendre une prochaine question. Je ne sais pas si le micro a déjà été donné. Parfait. Merci beaucoup. J'ai une question pour notre conseillère nationale. Donc vous nous avez expliqué très clairement en fait, comment on en est venu au fait qu'on ne puisse pas faire de référendum. Vous avez parlé de ce recours potentiel, mais qui dit recours dit d'abord une décision et ensuite un délai. Et concrètement, ma question, c'est en fait sur quelle décision pourrait y avoir un recours potentiel ? Oui, merci beaucoup pour votre question. C'est une bonne question parce que pour l'instant, il n'y a pas de recours, en l'occurrence, parce que c'est aussi le problème en fait, de tout le processus. C'est qu'en fait, il y a des processus, il y a de l'approbation des plans, et ensuite, il y a la mise en consultation, et il y a plusieurs mises en consultation. Donc en fait, on a plusieurs voies, plusieurs processus en parallèle. Et c'est ce qui crée aussi un certain chaos ou un manque de transparence, parce qu'on n'est pas en train de dire le projet, il est là, c'est celui-ci, et c'est sur celui-là qu'on est en train de parler. Et ça, c'est aussi quand on parle de transparence ou de clarté du débat, c'est qu'en fait, on est en train d'avancer un peu à tâtons, en disant d'abord on veut faire une approbation des plans, mais en fait on n'a pas d'impact environnemental, et donc en fait on a finalement des procédures en parallèle, et pour l'instant je ne vois pas sur quel objet proprement dit on pourrait faire recours. Mais concrètement, aujourd'hui on peut faire recours contre une décision. Alors il faudrait voir à l'avenir. Pour l'instant en tout cas il n'y a aucun recours à ma connaissance. Peut-être Jean-Bernard, tu le sais. Je ne sais pas comment faire recours. Mais c'est c'est parce que sur quel objet en fait on ferait recours, et donc c'est une très bonne question, et elle fait partie finalement du brouillard autour de ce débat-là. Oui, bonsoir. Alors, je suis savoyard, je suis écologiste et je travaille au CERN. Et ma maison est sur le tracé du Lyon-Turin. Voilà, je pense qu'il y a un problème clairement de débat, d'honnêteté dans le débat. Parce que du coup, j'essaye d'aller aux réunions, j'ai malheureusement pas pu beaucoup me déplacer en Haute-Savoie, puisque par conviction, je n'ai pas de voiture, et donc c'est difficile d'accéder à ces petits villages. Je suis du coup plutôt venu à ceux du CERN. À chaque fois, il y a une sorte presque de malhonnêteté dans les deux camps. Je l'ai vécu au CERN et très honnêtement, je le vis ce soir. Je trouve que les présentations qui ont été introduites comme étant des scientifiques ne représentent pas la communauté scientifique. Je suis désolé, je ne me retrouve pas dans tous vos propos. Je me retrouve dans ceux qui disent que la science doit respecter l'environnement, le climat, la biodiversité, la vie en général. Mais il faut être plus honnête sur la majorité des chiffres. Je pense que beaucoup de gens dans cette salle n'ont pas passé ne serait-ce qu'une demi-journée au CERN à essayer de savoir ce qui s'y passe.
Si vous y travailliez, vous verriez 6000 personnes de centaines de pays différents travailler ensemble pour œuvrer à but non lucratif à découvrir ce qui compose notre monde. C'est quelque chose de profond et de fort. Et dans un monde où on demande aux entreprises à être rentables dans les 3 mois, de mettre sur la table un projet qui pourra durer 80 ans, moi je trouve que ça me rappelle les cathédrales et je trouve ça fort et je trouve ça beau. Maintenant, il faut être complètement aussi honnête et dire en face, ouais, on n'a tout simplement pas assez de cuivre sur la planète pour le construire en fait. Si jamais on fait le FCC, on ne pourra pas faire les éoliennes à la place. On en est à arbitrer ce genre de choix. Donc il va falloir poser des limites. Et ça, il faut le faire dans un débat qui est honnête. On pose des limites. Quel est le bilan carbone de l'aéroport de Genève, des bus qu'on prend pour emmener tous les Anglais jusqu'à Chamonix où on a ravagé nos montagnes? Est-ce que c'est le FCC qu'il faut arrêter en premier ou est-ce que c'est les usines de Coca-Cola? Si on est en train de devoir mettre des limites à l'humanité, je suis parfaitement pour. La planète a des limites. Il faut que nous ayons des limites. Pourquoi est-ce qu'on commence par se focaliser sur un projet qui n'est même pas propriétaire, qui n'est pas capitalisé en bourse, alors même qu'on a des attaques contre la science globalement à l'échelle mondiale? Est-ce qu'on oublie que le CERN est sur nos billets de banque en Suisse? Est-ce que le CERN peut être une fierté? Est-ce que le CERN va amener énormément de gens ici, faire profiter l'économie aussi? Je ne serais pas à Genève ce soir si je ne travaillais pas pour le CERN. Oui, mais peut-être que notre territoire est déjà saturé, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens en plus. Peut-être qu'on en a marre de se dire, mais ces organisations internationales, le coût de la vie, les logements, c'est compliqué. J'ai mis 6 mois à trouver un appartement ici. J'habite dans une seule pièce, je paye 2300 francs par mois. Donc, tout est compliqué. C'est pas aussi simple, ni ce soir on ne peut pas être anti, ni quand on voit les présentations du CERN, on ne peut pas être pour. Le débat est beaucoup plus complexe. Donc j'appelle de mes souhaits ce débat. Je suis heureux que Arnaud soit là ce soir, et j'aurais été très triste si le CERN n'avait pas été représenté. Et à l'inverse, je trouve que quand le CERN organise dans notre magnifique nouveau amphithéâtre des débats, eh ben, la parole n'est pas du tout assez laissée aux associations qui s'y opposent. Donc, débattons ensemble, mais soyons aussi honnêtes dans nos arguments de chaque côté. Voilà. Et je vais terminer sur est-ce que le FCC est un projet inutile? La dernière fois que le CERN a construit un accélérateur de cette ampleur, on a inventé le web. Oui, non, mais c'est un exemple pour vous dire qu'on n'a aucune idée de l'utilité que cet accélérateur va réellement amener à l'humanité. Vous ne seriez pas là ce soir, vous n'auriez pas de smartphone dans votre poche si le CERN n'existait pas. Merci pour cette intervention. Qui est-ce qui, dans le panel, souhaite répondre à ça? J'aurais 2 choses à dire pour contribuer à ce que vous avez dit. Vous avez utilisé un mot extrêmement utile, c'est arbitrage. Donc comment est-ce qu'on va faire la pesée des intérêts entre le travail scientifique et les impacts climatiques qu'il y a? Et les problèmes qu'on pose comme organisation, on le fait dans le contexte de la crise climatique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous dites pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas l'aéroport plutôt que le FCC? Il y a une raison. D'ailleurs, notre organisation s'occupe, on a sans cesse du trafic à l'aéroport, donc on connaît le problème. Ce qu'il y a, c'est que l'aéroport est quelque chose qui fonctionne dans une société intégrée sur la production, la consommation, la diplomatie, etc., et que c'est extrêmement difficile de l'arrêter. Tandis que le FCC, il n'existe pas encore. Donc pourquoi ajouter? Et puis par ailleurs, essayer de contenir le nombre de vols qu'il y a à l'aéroport. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais n'ajoutons pas. Avec la crise climatique, il faut commencer par ne pas s'inventer de nouvelles manières de balancer des émissions dans l'atmosphère. Mais ces 2 éléments et les questions que vous posez sont très pertinentes. J'ajoute encore une chose. C'est que ce projet de FCC, les recherches qu'on veut faire, elles ne présentent aucun caractère d'urgence. Il n'y a aucune urgence à trouver ça. Donc, est-ce qu'on ne peut pas le remettre au lendemain de la crise climatique? Je voudrais répondre sur les applications, parce que, bon, on dit tout le temps, le CERN a découvert le web, mais Tim Berners-Lee, dont on revendique, en fait, Tim Berners-Lee était payé par l'argent public pour permettre au CERN de faire fonctionner
de fonctionner, puisqu'il crée une plateforme d'échange pour que les chercheurs puissent échanger leurs données. Et Tim Berners-Lee lui-même a dit « Je n'ai rien inventé, je n'ai fait que légèrement accroître et assembler ce qui existait déjà. » Avez-vous entendu parler d'ARPANET parce que la recherche appliquée, c'est comme la recherche fondamentale. C'est une recherche collective. Et Tim Berners-Lee a juste, lorsqu'il était au CERN, il a mis une RFC. Donc il en a déposé une quand il était au CERN, parce que ce sont que des sigles et je ne suis pas une spécialiste de l'informatique. Et en fait, les deux plus importantes, il les a déposées quand il était au MIT. Et depuis, après, il a même fait une fondation avec sa femme. Donc Tim Berners-Lee lui-même s'insurge quand on dit ça. Est-ce qu'il y a encore une autre réaction? Tout le monde a une fibre sensible pour la science et vous avez tous dit que vous vouliez toujours défendre la science. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, il y a un petit piège sémantique là-dedans parce que quelle science? En fait, c'est pas la science et puis le CERN n'est pas la science. Le CERN, c'est un pan. C'est voilà, un pan de la recherche. Il y en a bien d'autres. Moi, je lis avec admiration des articles scientifiques depuis des années, sans toujours les comprendre. Mais j'ai au moins compris qu'en fait, il y a des milliers et des milliers de scientifiques ici et ailleurs sur la planète qui doivent chercher des financements, qui désespèrent de pouvoir faire avancer leur domaine de prédilection. Et donc, je me fais aucun souci sur la science en général. Je pense qu'on voudrait l'éteindre, qu'on ne pourrait pas. Et tant mieux, mais au contraire, là où je me fais du souci, c'est que quand il y a des programmes gloutons qui veulent tout capter, tous les capitaux, et puis d'autres programmes de recherche qui restent en rade, ça, je trouve que c'est aussi à faire partie du débat. Merci. Du coup, une dernière intervention, me dit-on. Oui. Parfait. Voilà. Alors, je profite, j'ai le micro. J'aimerais revenir sur, en tant que citoyenne genevoise, j'aimerais revenir sur la question de la confiscation du débat public. Parce que Mme Brogini nous a dit que ce projet constituait d'une certaine manière, du fait qu'il a été envoyé vers Berne, on va dire ça comme ça, une violation de la LAT, donc la loi d'aménagement du territoire. Il faut quand même comprendre que ce projet, il a été concocté dans les services de l'État, département du territoire, dirigé par Anvers d'ailleurs. Depuis de nombreuses années, il est inscrit dans le plan directeur cantonal, il est en tout cas cité dans le plan directeur cantonal, et ce n'est pas un hasard si, au moment où ça commençait à frémir, on va dire ça comme ça, au niveau de la population, ce projet est parti vers Berne. Et donc qu'il nous empêche de réagir comme on aurait pu le faire s'il était resté sur Genève. Mais à tel point aussi que les études d'impact qui sont obligatoires dans tout le corset législatif des travaux sur l'aménagement du territoire, comme par hasard là aussi, ils partent ailleurs et on n'a plus les moyens ou les leviers qu'on aurait eu normalement, au moins déjà pour mener le débat au niveau genevois, ce que je regrette profondément. Donc je trouve qu'il faut aussi balayer devant notre porte et voir pourquoi il y a eu ce choix, ce que moi j'interprète plutôt comme un dysfonctionnement volontaire pour empêcher le débat, en tout cas au niveau genevois. Une réaction parmi le panel? Une réaction pour dire oui, évidemment, le débat a été empêché. Alors c'est clair qu'un projet comme celui-là, il a une telle envergure qu'il y a une forme de logique d'imaginer que ça soit plus au niveau national qui se traite, parce qu'évidemment, la portée d'un tel projet, elle se joue au niveau national et plutôt au niveau international. Mais vous avez parfaitement raison, et c'est ce que j'ai critiqué aussi au passage, le fait qu'on ait envoyé ce dossier à Berne, évidemment, et le risque aussi, au-delà du fait qu'on ne peut plus maintenant lancer de référendum, donc ce n'est pas directement la loi sur l'aménagement du territoire qui est touchée, c'est clairement le fait que, comme c'est un arrêté fédéral, sans possibilité de faire un référendum, ça veut dire que c'est la plus grande confiscation, elle est là. C'est qu'on ne peut pas faire de référendum proprement dit parce que maintenant c'est arrivé à Berne dans une configuration sans référendum. Et le problème aussi, c'est qu'à Berne, on se préoccupe très peu. On est beaucoup moins intéressé par cet enjeu-là et c'est très dur d'en faire un débat public.
Et donc, au-delà même de l'outil même, il y a la configuration ou la typologie qui fait que d'en faire un débat national, alors que les choses se passent à Genève, loin finalement de la Berne fédérale, est un des obstacles aussi. J'avais une question pour M. Arnaud Marcelli. Vous avez mentionné que tout le monde s'était mis ensemble dans le CERN, alors qu'auparavant, il y avait des accélérateurs de particules au Japon, aux États-Unis, dans d'autres pays également. Est-ce que ça veut dire que le CERN est constitué maintenant de pays supplémentaires en plus de l'Europe, comme le Japon et les États-Unis? Alors, oui. Alors, c'est quand même majoritairement européen, mais oui, il y a plus de pays que simplement l'Europe. Et il y a aussi des États membres associés qui se sont joints. Donc, on a eu le Brésil, le Chili qui se sont joints, par exemple. Et puis, il y a d'autres formes de collaboration. Donc, par exemple, la première communauté au CERN, elle est américaine. Et en fait, les Américains contribuent plutôt... alors, ils ont contribué aux accélérateurs, ils contribuent beaucoup aux expériences, qui a une forme de collaboration qui est un petit peu différente. Donc en fait, il y a plein de modèles. Donc ça fait 110 nationalités en tout, mais il y a 25 États membres. Donc et c'est les 25 États membres qui décident le futur du laboratoire. Donc c'est eux qui décideront, et pas les autres, ce qu'on fera pour le futur. Merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête là-dessus, mais ce n'est pas totalement fini. Il y a encore un apéro qui est organisé en haut et les intervenants et intervenantes sont ravis de discuter avec vous si vous avez encore des questions que vous avez envie de poser ou des commentaires. Merci d'être venus et bonne suite.